Merci beaucoup de l'invitation. Merci de m'avoir invité ici. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler. Vous devez vous demander un peu c'est quoi le rapport. Je suis une scientifique, oui, mais moi, mon doctorat n'est pas en essai clinique cannabis ou autre, quoique mes collègues biologistes vont être très fiers de voir que je donne une conférence tout juste après une qui traitait sur le cannabis. Les biologistes aiment ça, le cannabis en général. Donc oui, vous devez vous demander un peu c'est quoi le rapport. Vous allez voir, il y en a un lien entre les deux. Moi, j'ai passé toute ma vie à essayer de trouver des solutions pour protéger les océans. Et puis, j'ai vu un lien que je veux vous partager aujourd'hui entre la psychologie humaine et ce que j'ai fait toute ma vie en fonctionnement des écosystèmes marins. Donc, voici un atoll, mon premier exemple. Un atoll, qu'est-ce que c'est? Un atoll, c'est un volcan qui a coulé au fil du temps et puis pour lequel il reste juste une espèce de petite barrière. Et puis ça, ça donne un magnifique récif corallien. C'est ça, un atoll, c'est un récif corallien en forme de beigne un peu. Et puis c'est né d'un volcan. Donc c'est un peu impressionnant de voir à quel point l'adversité ou la force ou le caractère un peu ravageur des volcans peut mener à quelque chose d'aussi beau que ça. Dans la vie, c'est un peu la même chose. C'est pas toujours les événements les plus grandioses qui donnent les plus belles choses. Et c'est un peu de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. En fait, moi, j'ai passé toute ma carrière à étudier le fonctionnement des écosystèmes marins et puis à tenter de trouver des façons de comprendre comment leur structure peut être affectée par les perturbations. Et puis, j'ai travaillé sur cette résilience-là au niveau systémique et au niveau vraiment de l'océanographie. Et puis, vous allez voir que les écosystèmes marins sont des exemples incroyables d'adaptations multiples pour passer au travers de l'adversité, quelle qu'elle soit, ou s'adapter aux conditions dans lesquelles ces écosystèmes ou ces espèces évoluent. En fait, la nature, les océans, comme tout le reste de la nature, c'est comme un gros catalogue de produits qui aurait bénéficié de 3,8 milliards d'années de recherche et développement. Donc, considérant ce niveau d'investissement-là, ça devient comme logique de pouvoir s'en inspirer. Et puis, on le fait de plus en plus. On le fait avec toutes sortes de choses. Ici, je vous montre le Bionic Car, peut-être pas, mais en tout cas, peut-être. En tout cas, c'est une voiture qui a été créée par Mercedes, qui s'est inspirée de la forme d'un poisson qui vit justement sur les récifs coralliens. Ah, mais voilà. On s'est inspiré de la forme de ce poisson-là parce qu'au niveau de l'espace habitable dans la voiture, ça nous permettait d'avoir le modèle de voiture le plus volumineux par rapport à la taille totale du véhicule. Et c'est ce poisson-là qui a servi d'exemple, puis c'est devenu une voiture de Mercedes. On s'inspire souvent comme ça de la nature des océans pour faire des choses en technologie, en ingénierie, en architecture. C'est vrai aussi avec les baleines, des espèces avec lesquelles je travaille beaucoup. On en a fait des pales d'éoliennes qui sont directement inspirées de ce qu'on voit sur les nageoires des baleines, puis ça permet aux éoliennes d'être plus aérodynamiques et puis de fonctionner plus efficacement. Les requins aussi, comme tous les poissons, ont des écailles, mais par contre, ce qui est particulier puis fascinant des requins, c'est que ces écailles-là sont tellement adaptées que ça leur permet de réduire la friction quand ils nagent, et c'est pour ça que ça en fait des prédateurs aussi redoutables. Les requins sont capables de nager extrêmement vite. On s'en est inspiré, nous les humains, pour faire des maillots de natation. Des maillots de natation qui copient le pattern de ces écailles-là de façon tellement efficace qu'aux Jeux olympiques de Pékin, on a dû les interdire parce que c'était pas juste pour les autres qui n'avaient pas le maillot comme ça. Donc, ça faisait vraiment une réelle différence. Il y a un écologiste que j'ai étudié lorsque j'ai commencé mes études en écologie qui s'appelle Lamarck, qui disait « La nature possède les moyens et les facultés qui lui sont nécessaires pour produire elle-même ce que nous admirons en elle. » Donc, l'importance de la biodiversité qui s'effrite un peu partout sur la planète présentement, c'est ça. C'est cette inspiration-là de la beauté que ça crée et puis des mécanismes à l'intérieur qui nous permettent de la comprendre ou de l'admirer.
En écologie de la conservation, on essaie toujours de protéger les espèces, puis évidemment, si on était Dieu, on protégerait tout le monde. Mais à défaut d'être Dieu, on cible souvent des espèces comme celle-là, qui s'appelle une espèce clé. Une espèce clé, c'est quoi? C'est une espèce qui n'est pas nécessairement plus importante que les autres dans l'écosystème, mais qu'en la protégeant, ça va protéger plusieurs autres choses. Donc, on fait un gain sur notre investissement, on met notre focus sur une seule espèce, puis par la bande, on en protège peut-être une centaine. Puis comment ça fonctionne? Bien, c'est que les loutres, ça mange des oursins. Puis des oursins, bien, ça mange quoi? Ça mange des algues. Ça mange entre autres des grandes forêts de laminaires qui servent de refuge, d'habitat, de pouponnière pour plein d'autres poissons. Donc, quand on protège les loutres, on s'assure que les oursins ne deviennent pas des prédateurs redoutables. Et puis, ça permet à cet habitat-là, pour plein d'autres espèces, d'exister. Donc, c'est ça, une espèce clé. Puis, évidemment, ben, ce n'est pas toujours les espèces les plus cute qui ont ce rôle-là d'espèces clés dans les écosystèmes. C'est beau de vous présenter des loutres, mais maintenant, je vous présente une autre espèce clé qui est un peu moins sexy. Elle s'appelle Sabellaria alveolata. On va s'entendre pour dire que ce n'est pas l'espèce la plus attrayante du règne animal. C'est un petit ver d'environ 10 mm, donc 1 cm environ, qui a l'air de rien, mais qui est tout aussi importante que l'espèce sur la diapo précédente, parce que ce ver-là, ça vit dans des espèces de tubes qui ressemblent un peu à des essaims d'abeilles, et ces tubes-là, ça fait des genres de récifs qui vont ensuite devenir l'écosystème de toute une communauté. Donc, ces récifs-là, au final, bien, ça devient... Ici, on est en mer d'Iroise, en France, et puis tout l'écosystème de la mer d'Iroise est basé sur ce petit ver-là insignifiant qui, sans sa présence, on ne pourrait pas voir le reste. Donc, dans la vie, c'est la même chose. Hein? Ce n'est pas toujours les choses les plus grandioses qui ont nécessairement le plus grand impact. Et puis, c'est ça que je veux vous démontrer aussi. Est-ce qu'on peut s'inspirer de la nature et de ces belles adaptations-là pour nos propres défis personnels? En 2012, j'ai été confrontée à un cas assez incroyable. C'était 12 épaulards qui étaient pris dans la glace au nord du Québec, dans le Nunavik. Et puis, quand on étudie les épaulards, on aurait tendance à croire que c'est des grands prédateurs. On aurait tendance à croire que la meilleure façon de survivre, ce serait de se battre pour l'espace, pour aller respirer le plus souvent possible. Parce que c'est un mammifère marin, donc ça doit respirer à toutes les 20 minutes maximum. Sinon, ben, ils sont comme nous, puis ils vont se noyer. Donc, on aurait eu tendance à croire que la meilleure chance de survie, c'est de se battre pour être le plus fort, puis avoir accès à ce trou-là, qui n'était pas très grand, pour monter, respirer. Puis en fait, c'est pas ça qui arrivait. Chaque épaulard sacrifiait un peu de son bien-être personnel pour s'assurer de la survie du groupe. Puis tout le monde remontait respirer à tour de rôle pour s'assurer que le groupe des 12 épaulards, ensemble, ait plus de chances de survie. Dans la vie, la collaboration, l'empathie, puis la solidarité, bien, je pense que c'est la même chose. Ultimement, c'est pas juste une question de gentillesse. Ces animaux-là ne sont pas gentils. C'est des animaux qui font ça instinctivement pour leur survie. Donc, je pense que c'est la même chose dans la vie. Passer la gentillesse, il y a peut-être une survie de notre société qui dépend d'une certaine collaboration comme ça, dont on peut s'inspirer. Donc, j'ai travaillé sur les écosystèmes toute ma vie à essayer de comprendre qu'est-ce que c'était la résilience, qu'est-ce qui faisait qu'il y avait des systèmes marins qui pouvaient passer au travers d'ouragans et puis s'en remettre alors que d'autres étaient beaucoup plus fragiles. Et puis, ben, j'ai passé toute ma vie à essayer de comprendre ces mécanismes-là. C'était mon travail. Et jusqu'à temps que... Bon, ça, c'est un autre exemple de cette résilience-là sur les écosystèmes marins. Je vous amène dans le Pacifique, dans un atoll. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'est-ce que c'était un atoll. On est à l'atoll de Bikini. Et puis, cet atoll-là a subi pendant des années des bombes. C'était un site d'essai de bombardement nucléaire. Donc, pendant des années, on a balancé des bombes comme ça sur l'atoll de Bikini. Et l'eau pouvait monter, juste pour vous donner une idée, la température de l'eau pouvait monter jusqu'à 55 000 degrés Celsius. Ça, c'est 10 fois plus chaud qu'à la surface du Soleil. Donc, pendant des années, on a balancé des bombes comme ça, et puis on a complètement détruit
la biodiversité qu'il y avait sur cette île-là, tellement que nous, les biologistes, on ne pouvait pas y retourner. Personne, il n'y a aucun chercheur qui retournait sur l'atoll parce que le niveau de radiation était trop élevé. C'était comme un Tchernobyl sous-marin. Personne ne pouvait aller là, c'était trop dangereux. Jusqu'à il y a environ 4 ans, où il y a une équipe de spécialistes et de chercheurs qui ont eu une autorisation sur une mission humanitaire qui avait été commandée par le gouvernement Obama, puis ils sont retournés sur l'atoll de Bikini, 60 ans après les bombes et la destruction totale. 60 ans après, ce qu'on a retrouvé, c'est ça. Puis là, je ne sais pas si vous voyez, mais dans le fond, il y a un requin, il y a des poissons, il y a des coraux. Donc, c'est fou quand même de voir qu'un atoll, quelque chose qui est né d'un cataclysme comme un volcan, a su au fil du temps acquérir assez de caractéristiques pour avoir assez de résilience pour se remettre d'une bombe atomique. Puis c'est ça, moi, que je trouvais intéressant, c'est ces caractéristiques-là qui sont nées d'un volcan, qui sont nées d'un gros cataclysme, mais qui ont servi à cette résilience-là. Et puis ensuite, quelques années après, peut-être 2 ans après cette mission-là, la vie m'a envoyé une joke, parce que la vie nous envoie des jokes comme ça, qui était troublante de ressemblance avec mon sujet d'étude, avec mon sujet de recherche. Puis la bombe atomique que j'ai eu à gérer, moi, c'est celle-là. C'est pas celle-là? C'est celle-là. C'est celle-là. C'est un hémangioblastome qu'on a découvert dans ma tête et, double joke, c'est le 22 avril, le jour de la Terre, qu'on a découvert cette surprise-là dans ma tête, comme pour me rappeler qu'il fallait peut-être que je m'inspire de la nature pour passer au travers. Puis est-ce que ça a marché? Je suis ici aujourd'hui pour vous en parler. Donc oui, ça a marché. 1 mois plus tard, puis je prends pas tout le crédit parce que j'ai eu une équipe à l'Enfant Jésus qui était extraordinaire avec le docteur Prudhomme. 1 mois plus tard, j'étais déjà au sommet d'une montagne en Gaspésie à célébrer cette victoire-là. Et puis 2 ans plus tard, cette année, c'est ce qui reste de ma tumeur, c'est-à-dire absolument rien, puis de la place pour des nouvelles idées. Donc, merci. Merci. Puis là, je suis scientifique, donc je me suis mis à me demander pourquoi j'étais passée au travers aussi facilement, pourquoi, qu'est-ce qui avait fait. Je me suis autoproclamé mon propre laboratoire, puis je me suis dit, c'est quoi mes caractéristiques à moi qui me permettent de passer au travers d'une bombe atomique, un peu comme je fais avec mes atolls. Puis je pense que les événements de vie, toutes les petites mauvaises nouvelles ou les choses plates qu'on vit dans la vie, ça nous permet de se bâtir, un peu comme la biodiversité puis les petites bébites inutiles qui sont un peu dégueulasses dans les écosystèmes, qu'on pense qu'ils servent à rien. Cette biodiversité-là, elle sert à structurer les écosystèmes. Nos événements de vie, je pense que c'est la même chose. Donc, je me suis mis à essayer de faire le parallèle entre les deux. Et puis, comme je suis chercheur, je me suis mis à chercher des études. Il y a 75% des gens qui vont expérimenter un traumatisme au cours de leur vie, quel que ce soit une tumeur cérébrale. Je sais qu'il y en a beaucoup dans la salle qui vont être passés au travers d'une épreuve comme ça. Ça peut être un accident, ça peut être de la violence conjugale, ça peut être des problèmes personnels, ça peut être un congédiement. Des traumatismes, on en a tous. Et puis, on a souvent fait des études sur ce fameux stress post-traumatique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une nouvelle branche de recherche qui commence à s'ouvrir et ça s'appelle la croissance post-traumatique. Comment, au travers de ces épreuves-là, on peut en ressortir plus fort? Et puis, ça existe pour vrai, c'est pas juste une belle pensée ou une belle façon de voir les choses. Donc, encore une fois, avec mon esprit scientifique, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont, ces gens-là, pour être capables de passer au travers d'un traumatisme aussi efficacement? Donc ça, c'est des résultats d'études. C'est des gens, normalement, qui sont plus ouverts d'esprit parce que ça leur permet de reconsidérer les choses, de se trouver des nouvelles options. Les extravertis vont être plus résilients que les gens qui sont introvertis. Les femmes plus que les hommes, en général, c'est ce que les études démontrent. Les enfants de moins de 8 ans, très rares qui aient une capacité de résilience.
Il y a une étude américaine qui a même identifié des gènes sur des survivants de l'ouragan Katrina. Donc, il y a peut-être une composante génétique à cette résilience-là. Et puis, finalement, un trait de personnalité qui est l'optimisme, qui semble avoir un rôle très, très important dans la résilience et cette croissance post-traumatique-là. Et là, pour citer une de mes amies, qui s'appelle Geneviève Landry, et puis je la cite vraiment, alors vous m'excuserez le vocabulaire, mais c'est pour résumer un peu toutes ces études-là en langage un peu plus commun. Geneviève me dit souvent, « Lynn, tu es la seule personne que je connais qui trouverait un côté positif à recevoir une chaudière de marde sur la tête. » Donc, merci Geneviève. Elle vient de résumer toutes ces études-là. Mais c'est ça. L'optimisme, c'est ça. Puis je pense que dans mon cas, à moi, c'est la caractéristique qui m'a permis de passer au travers. Qu'est-ce qu'on fait quand l'adversité frappe? Bien, on sent, puis vous allez le savoir autant que moi, là, on sent qu'il y a une partie de nous qui est complètement démolie. Et puis là, bien souvent, on a deux choix. Soit on reconstruit sa vie exactement comme elle l'était avant, avec les cicatrices, les blessures. Et puis, ceux qui savent s'adapter, eh bien, ils vont rebâtir par-dessus, puis autre chose. Et c'est ça qui devient intéressant, avec une nouvelle façon de voir la vie, et ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau, je vous donne des exemples. Ici, Joanne, une femme divorcée, monoparentale, elle a une petite fille de 6 ans. Elle est très pauvre, elle vit dans un appartement qui est infesté de souris, elle est en dépression. Puis comme elle est en dépression, bien, un jour, elle passe son désespoir dans l'écriture. Bien, Joanne, c'est J.K. Rowling qui a écrit Harry Potter. Et puis, de la même façon, je peux vous en donner d'autres, toutes des gens qui m'inspirent beaucoup. Un dessinateur qui a été mis à la porte, puis qui s'est retrouvé devant rien, puis qui a décidé de continuer à dessiner quand même. Et cette personne-là, c'est devenu Walt Disney. Donc, la résilience, pour retourner un peu à la nature, c'est une question de flexibilité. Vous voyez ici une algue qui est dans l'eau et dans les vagues. Eh bien, accepter un traumatisme, c'est d'être flexible. Une algue, si on la met dans les vagues et puis qu'elle est complètement rigide, elle va casser. Mais c'est la même chose avec un traumatisme. Il faut être flexible, puis accepter un peu, encaisser, puis accepter ce traumatisme-là. Ça permet de, au final, s'en sortir beaucoup plus fort. Être créatif, c'est aussi s'ouvrir à des nouvelles expériences. Et puis, c'est ça, la flexibilité. Au lieu de vouloir rester dans notre ancienne vie, bien, on a un certain lâcher-prise dans le traumatisme sur lequel on peut capitaliser. Et puis, c'est ce que souvent les gens font. Puis ici, je vous raconte un peu l'histoire d'un autre de mes idoles qui s'appelle Charles Darwin. La vie, c'est pas la destination, c'est le chemin qu'on prend pour y arriver. Darwin est un excellent exemple de ça parce que c'est lors d'un voyage autour du monde où il a décidé de prendre des notes sur ce qu'il voyait, puis qui a écrit la théorie de l'évolution, puis qui est devenu un des pères de la biologie et de ce qu'on connaît du monde aujourd'hui. Et puis, c'est lors d'un voyage en bateau qu'il a décidé ça. Et puis, non seulement ça, mais sa première théorie de l'évolution à Charles Darwin, c'était celle-là. C'est la théorie de l'évolution des atolls. C'est lui qui a expliqué pour la première fois ce que je vous ai dit au début de ma conférence sur comment les atolls sont formés à partir des volcans. Ça, il a fait ça lors d'un voyage en bateau. Donc, l'objectif pour lui, c'était pas de se rendre à un port, c'était tout ce qu'il a fait entre les deux. La vie, c'est aussi un médecin qui n'a pas de client. Ici, Arthur Conan Doyle. C'est un médecin qui commence sa pratique. Il est dans son bureau, il n'a pas de client, il vient de graduer, donc il écrit en attendant d'avoir des clients. Puis lui aussi a fait un voyage en bateau. Peut-être que ça inspire de faire des voyages en bateau, je ne sais pas. Mais oui, c'est un médecin sans client qui, pour se divertir, écrivait un peu en attendant le prochain client. Puis Arthur Conan Doyle, je ne sais pas si vous reconnaissez le nom, mais c'est celui qui a écrit Sherlock Holmes. Donc, ne pas avoir de client, ça peut aussi être un avantage. Donc, dans l'adversité se trouvent des opportunités, beaucoup d'opportunités.
Ici, j'ai des photos de toutes sortes de belles choses qui me sont arrivées dans la vie ou dans les dernières années, puis qui ont commencé par des journées de marde. Mais c'est vrai. Et c'est web diffusé, puis je dis des choses comme ça, c'est le fun. Donc oui, dans l'adversité, il y a des opportunités, puis des cadeaux extraordinaires qui peuvent émerger de ça, puis il faut se souvenir de ça. Dans la vie, on a très peu de certitudes. Hein? On est tous sur des chemins différents, mais on a quelque chose en commun. On a une chose en commun, on a tous des histoires différentes. On a une chose en commun, on va tous au même endroit. Cet endroit-là, c'est ça. Puis, on ne sait pas quand est-ce qu'on va là. Mais ce qui est important, ce n'est pas le temps qui nous reste avant d'arriver là, on va tout aller là. C'est de remplir ce temps-là d'un pourcentage le plus haut possible de bonheur. Fait que ce soit 2 jours, 8 ans ou 45 ans, l'important, ce n'est pas la durée, c'est l'intensité ou le dosage de ce qui reste de ces années-là ou de ce temps-là. Et puis, je termine avec ça. La vie, on peut voir ça comme... La vie puis l'adversité, on peut voir ça comme des vagues. Et puis, comme les algues que je vous présentais tout à l'heure, on peut rester fixe et cassé ou avoir une flexibilité. Il y a des vagues qui sont fortes puis qui peuvent nous rentrer dedans puis nous jeter au fond. Puis les mêmes vagues, ben, on peut aussi décider de surfer dessus. C'est la même vague, c'est la même énergie, puis après, ben, c'est une question d'attitude, puis il n'en tient qu'à nous de faire le bon choix entre les deux. Ça, c'est une photo aussi de l'atoll de Bikini, la journée où ils sont retournés dessus, et puis c'est ma collègue qui m'écrivait ce message-là dernièrement et qui me disait « Lynn, je t'admire beaucoup pour ta force et ton esprit qui t'ont porté à travers des grandes épreuves. Tu es et seras sûrement l'inspiration de beaucoup de gens. Je vais penser à toi souvent quand j'ai peur de ce qu'on fait à la terre et à la mer. Je vais regarder l'espoir en la résilience de la nature en me rappelant, grâce à toi, ce que Bikini a réussi à faire. » Et puis c'est vrai, évidemment, mon traumatisme à moi ou ma bombe atomique, je la souhaite à personne. Puis je sais que je ne suis pas la seule, surtout ici dans la salle. Donc, ce que je vous souhaite, ce n'est pas une tumeur au cerveau, évidemment, mais c'est de passer au travers. Parce que si vous passez au travers, vous allez avoir un cadeau incroyable et puis des capacités encore plus grandes. Et puis, c'est ça que je vous souhaite. Puis, on a tous les moyens de passer au travers d'épreuves comme ça. Puis on a tous des cataclysmes qui sont différents. Mais je pense que si on voit ça comme la biodiversité dans un écosystème, ce n'est pas nécessairement les choses les plus attrayantes qui sont les plus significatives dans notre vie. Et puis ça, c'est important de se le rappeler. On est des atolls. On est des atolls avec les récifs coralliens, les beaux poissons, mais aussi les petites bébites laides qui ont l'air bien insignifiantes. C'est cette biodiversité interne-là qui nous permet d'avoir la force qu'on a pour passer au travers de l'adversité. Alors, à toute cette adversité-là, puis à toutes ces fois où on vit des moments qu'on semble croire des échecs ou des moments dont on se passerait, bien, rappelez-vous que c'est peut-être l'élément clé qui va vous permettre de devenir encore plus grand. Donc, à toute cette adversité-là et à tous ces moments plates de la vie, bien, je pense qu'au final, il faut dire merci.